Je ne veux pas qu'on m'étonne, hein, c'est une pieuvre. Et cette pieuvre n'est pas née le jour où on a prononcé le mot sans savoir. Contrairement à ce que dit Verchas. C'est-à-dire ce que je vous dis, la définition là, c'est extrait de Cameroun des dossiers noirs de la France. Verchas. Mais moi je dis que la pieuvre n'est pas apparue le 11 septembre 1955 quand un Africain, Houphouët-Boigny, a dit France-Afrique. La pieuvre est antérieure à cette date. En d'autres termes, Houphouët-Boigny n'a fait que nommer un système qui est antérieur à la date où il a été nommé. Cela donc pose une exigence à mon niveau. Premièrement, ce système remonte à quand? Hein? Je dois vous dire. C'est ce que j'appelle la dimension historique, ou si vous voulez, rétrospective. Deuxième chose, ce système fonctionne comment? Comment ça fonctionne? C'est la dimension de la perspective. Troisièmement, ce système va finir comment? Est-ce que ça va même finir un jour? C'est ce qu'on appelle la prospective. Qui n'a pas compris? Bon, très bien. Si vous avez compris, vous êtes obligé d'adopter donc comme moi une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'utiliser plusieurs disciplines. L'histoire, la géostratégie, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une manière de le faire. Ce serait de faire un catalogue d'événements. Je ne fais pas ça. Moi, je fais une approche thématique. Donc, je voudrais proposer. Dans mon prologue, ce que j'appelle les massacres, le rappel des massacres coloniaux et néocoloniaux de la France en Afrique, de 1915 à 2015. On est en 2015. S'il n'y avait pas eu de massacre jusqu'en 2015, je n'aurais pas dit. J'aurais dit ça s'est arrêté à telle date. Donc c'est mon prologue. C'est ça qu'on n'intègre pas dans le mot France-Afrique de Verchas. Dans sa définition, il ne parle pas de la dimension génocidaire. Il ne parle pas des morts du Cameroun. Il ne parle pas des 90 000 morts de Madagascar. Il ne parle pas de ce que j'appelle cette expérience jalonnée de crimes et de génocide. C'est génocide. J'appelle ça donc la logique génocidaire de la France-Afrique. Il ne la parle pas. Donc il faut être africain pour dire, puisque c'est nous qui l'avons subi. Pour eux, ils appellent ça des guerres coloniales. Mais c'est un euphémisme, c'est génocide. C'est le premier point. Qui n'a pas compris? Oui, un rôle, c'est notre merci. La France-Afrique, donc, est une machine à faucher et à broyer des vies humaines. Comme ce fut le cas à Madagascar, 90 000 morts. Au Cameroun, 45 000 morts. En Ubangui-Tchari, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Centrafrique, qui est 4 fois plus grande que la France, mais qui a 2 500 000 habitants. Ça s'appelle 30 000 morts. C'est la guerre du Congo-Ara. C'est un épisode. Au Soudan français, 15 000 morts. Mali, le Mali que Hollande va sauver. 15 000 morts. La Libye, 5 000 morts. Donc, 2800 noirs autochtones de Libye, qui étaient là avant les Arabes. Et des soi-disant Africains immigrés qu'on appelle des mercenaires de Kadhafi. Donc, dans le silence total. Mais Bernard-Henri Lévy a dit c'est bien. Maintenant, mieux. Tu comprends? En Côte d'Ivoire, 6 000 morts. 6 000 morts depuis quand? Depuis le début de la guerre. La guerre a commencé en 2002. C'est pas parce qu'il y a eu l'épilogue en 2011 qu'on doit oublier les années précédentes, il y a eu des morts avant. Donc 6 000 morts.
Les morts du Tchad. Le Tchad, c'est un endroit où on a rasé du nègre là. Hein? 7 millions. Ainsi de suite. Le Congo, RDC. Le Congo, RDC. 10 millions de morts. C'est même le record. Oui, 15 millions. Oui, vous donnez les chiffres. Moi, je donne des chiffres officiels. Ça dit, c'est les blancs qui disent. Parce que tu sais, si tu donnes des chiffres, qui sont des chiffres donnés par des organismes des droits humains, ils vont dire qu'ils n'ont pas connaissance de ces chiffres. Mais si tu dis que c'est la France qui dit qu'il y a eu 6 000 morts, dont 4 000 pour capturer le Sambao. Vous avez entendu ce que je dis, non? Pour capturer un homme, neutraliser sa femme et lui, et mettre la main, le cas échéant, sur le blé d'idée. On tue 4 000 personnes. Et on demande au patron de la force licorne, mais pourquoi tant de morts, les dommages collatéraux? Et voici sa réponse. Mais vous ne connaissez pas, quand on a des armes, à un moment donné, il faut les tester, non? Donc, combat humain. Il faut que les nègres prennent la mesure de la gravité de ce que nous disons. Si nous avons choisi de ne pas nous taire, c'est que nous avons mesuré aussi sur la balance ce que ça peut nous coûter. Je ne suis pas un suicidaire et un malade. C'est que sur la balance, entre les risques que j'encours, quel est le plus grand risque que j'encours? C'est le risque de l'anéantissement physique. C'est d'ailleurs la seule chose qu'ils disent, tu vas mourir, tu vas mourir. Bon, personne n'est revenu de la mort en disant que la mort c'est pas bien. Même pas Jésus. Parce qu'à un certain niveau de souffrance et d'humiliation, la mort devient une délivrance. J'ai pas peur. Mais ce qui me gêne, c'est de me taire et de mourir quand même. C'est des choses du tel. Imaginez si on tue 4 000 Français. Par exemple, on en tue 17, on en tue 130. Et il y a un club planétaire, édition spéciale, pendant 5 jours sur les radios. Imaginez si on tourne à tout. Ce serait un cataclysme. Mais pour les gens qui ont dit que non, il faut tester nos armes. La vie de l'homme noir, c'est comme la vie d'un insecte sur lequel tu mets le pied et qui ne crie même pas. Tu l'écrases. Nous voulons leur apprendre à respecter toute vie humaine, quel qu'en soit le prix que cela nous coûtera. Je le dis, ma femme est là, elle entend. Déjà même, le fait même de dire qu'elle est ma femme, c'est qu'elle sait que c'est un sacrifice. Qu'elle accepte le sacrifice, ça c'est autre chose. Mais elle sait que c'est un sacrifice. Donc, l'Afrique n'aura jamais de dignité si les Africains ne consentent pas des sacrifices. Mao Tse-tung a dit une phrase. Il a dit, vous savez, lorsque nous avons fait la longue marche, c'est la longue marche qui a fait que le peuple chinois est aujourd'hui un peuple. Hein? Il n'y a pas d'ONG pour leur donner de l'Ebola. Tu ne peux pas aller là-bas pour dire qu'ils sont catholiques forcés. Jamais. Ils ont des programmes de conquête de l'espace. Ils ont l'arme atomique. Donc tu les attaques, tu es mort. Ils ont tout ça. C'est dû à la longue marche. Il a dit, nous seuls nous savons les sacrifices qui ont été consentis par les héros du peuple chinois pour qu'on soit en capacité aujourd'hui de parler devant le monde. Et bien c'est ce que je souhaite pour l'Afrique. Plus l'Afrique est dans la misère, plus les Noirs s'accrochent à leur vie de misère. Parce qu'il faut aller danser en boîte. Il faut manger un peu de les brochettes, soya. Il faut... Quoi ça? Hein? Un peuple qui a civilisé le reste du monde. Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui peut être comme Osiris, se sacrifier dans ce peuple. Tout le monde est par terre. On insulte les dieux. Tout le monde se tait. Est-ce que Kondi se tait? Jamais. Donc, ce que je dis, c'est ceci. La dimension génocidaire n'est pas la seule.
La pieuvre a un enchevêtrement de tentacules qui lui permettent de capter toute la rente générée par la production de nos paysans. Vous savez, la filière du café, si je demande du café là, tu sais ce qu'on va me donner? On va me donner un peu de café allongé, c'est allongé. On va dire, tu payes 2,60 € parce que tu es en salle. Eh bien, le sac de café, produit par un paysan africain, coûte 90 centimes. J'ai dit le sac, je n'ai pas dit ce qu'ils ont donné là. Donc, la rente générée par les matières premières stratégiques. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. La rente là, qui est si gère? C'est le fils de Madame Dominique Ouattara. La leucoderme là, qui dit qu'elle est première dame. C'est son fils. Il prend tout le cacao. Qui n'a pas compris? Moi, je ne vous dis pas c'est tel. Je vous donne le nom. C'est son fils. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais les circuits, où est-ce que son fils est vêtu? Ça, c'est autre chose. Mais qui est responsable? C'est son fils. Bon. La Côte d'Ivoire, si tu veux aujourd'hui que la présidence de la République ivoirienne te signe des documents officiels pour aller prospecter et même pour avoir le droit d'avoir une boutique, il y a un homme que tu dois voir. C'est le patron de la présidence. C'est même pas Ouattara qui est patron de la présidence. Il s'appelle Philippe Serré Eiffel. C'est un descendant de la tour Eiffel. Regarde sur Internet. S'il ne fait pas le contrat, s'il ne fait pas Côte d'Ivoire, tu n'as pas compris? Est-ce que tu as compris? Oui, mais c'est dur. Non, c'est pas dur. Ah, si. Non, si tu dis que c'est dur, ça veut dire que Oui, tu n'as pas le cœur bien accroché. Regarde, tu sais moi qui suis ici là. Tour Eiffel. Tu peux te demander. Elle se lève comme ça, elle vient au salon. 2 h du matin, 1 h du matin, 3 h du matin. Elle dit, mais chérie, tu dors jamais. Comment tu peux faire quelque chose pour le noir dans le sillage de chaque enfant? L'homme qui s'est le plus sacrifié pour les noirs. On a regardé dans son compte, chaque enfant avec 82 €. Quand il est mort. 82 €. Donc comment tu peux faire une chose comme ça? Et tu dors. Mon but c'est que plus aucun noir n'ait 82 €. Aucun noir qui nous suit ne doit avoir 82 €, sinon plus personne ne viendra. Donc j'ai pas le temps de dormir. Le jour où je vais dormir, ce sera pour de bon. Comme ça, je ne gênerai plus personne. Donc, les matières premières stratégiques. Maintenant, les ressources énergétiques. Je vous donne un exemple. Le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, après avoir fêté sa nouvelle épouse, est venu voir le président de la RDC, Joseph Kabila. Et ils ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, l'Union africaine va utiliser le grand barrage d'Inga en RDC pour électrifier toute l'Afrique. Et on a dit, mais qui a décidé ça? On a dit, c'est le président en exercice de l'Union africaine, Mugabe. Et on va faire des réunions pour faire ça. Et immédiatement après, les réseaux dont je vous parle, ils se sont réunis. Ils ont dit, bon, qui est-ce qu'on peut trouver en France pour empêcher les Noirs de faire ça? Tout en disant qu'on est en train de travailler pour aider les Noirs à électrifier leur continent. Un monsieur qui a dit qu'il était malade. Jean-Loup Borloo. Il était malade. On l'avait laissé malade. Oui, vous pouvez donner... parce que ça n'a pas de goût. C'est pour ça que j'ai du mal même à prononcer les mots. Donner une bonne bière, vous savez, les 16.
Ouais. Par contre, ce qui s'approche, c'est l'appli Game. On n'a pas de bouteille de 16. Oui, donnez ça. Oui, donnez ça. pareil. Non, vous donnez la bière normale. Une raid ou une normale? Mais ça, c'est normal, ça. Donnez comme ça. Une raid, du coup? Oui. Ok, Oui. Bon, donc, est-ce que vous m'avez vu? Donc, parce que quand j'ai un appel de vous, moi j'ai du mal même à faire la conférence. Il faut que ça aide du coup. Bon, donc, la question des questions est celle-ci. Vous pensez que Jean-Luc Borloo a atterri en Afrique seul? Il a visité tous les pays africains. Il a rempli les salles de conférence. Il était récemment au Cameroun. Il y avait 1000 personnes dans la salle. Que des acteurs économiques. Et le président Biya a délivré un message pour dire soutenez Borloo. Donc c'est ça les réseaux. C'est des esdrons. Donc les ressources minières, c'est-à-dire ce qui permet de faire les portables, c'est eux qui gèrent. Ça veut dire qu'on peut fabriquer des portables qui fonctionnent uniquement à l'énergie solaire. Aujourd'hui. Mais on en est empêché parce qu'on a contraint nos États à signer des contrats qui sont des boulots d'étranglement pour eux-mêmes. Vous n'avez pas compris? Qui n'a pas compris? Donc, demain, les recettes des entreprises publiques africaines, c'est-à-dire quand vous faites une entreprise qui appartient à l'État burkinabé, cette entreprise doit verser des taxes de l'ordre de 60% des recettes. Et les taxes sont versées directement sur les comptes d'opération de la France. Vous avez compris? Ici en France, quand on a des taxes de l'État français, c'est pour construire des routes françaises, pour faire un certain nombre de choses pour les Français. D'accord? Ah, voilà la bonne bière qui est venue maintenant. Voilà. Oui. Mais vous avez même la chance que Milolo ne soit pas là. Bon. Mais il ne fallait pas mettre le citron dessus. Hein. Il faut donner sans citron. Bon, est-ce que vous me suivez? Donc, un problème qui est posé également, c'est que les Africains ont l'illusion d'avoir des États dont les décideurs sont des locaux. C'est-à-dire, c'est... Oui, décideurs. C'est pour ça... Ah, ok, chef, Gothamo, à très bientôt. Donc, le dilemme, hein, et là, c'est... Donc, ça, c'est mes compatriotes au sens africain du terme. Hein. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que quand nous disons nos chefs d'État ou nos dirigeants, en fait, aucun Camerounais n'a jamais choisi un président à lui. Le peuple camerounais n'a jamais choisi un président. Nous disons nos dirigeants, c'est un euphémisme en fait. C'est-à-dire ce sont les gens qui sont les gérants d'un magasin PME qu'on appelle Cameroun. Qui n'a pas compris. Et ces gérants du magasin, on peut l'enlever. S'il y a un conflit d'intérêts entre ce qu'il fait et ce que font ceux qui ont investi. Les actionnaires, voilà. Il y a ce monsieur-là, il est puissant, hein. Mais c'est lui, je le regarde tout le temps parce que déjà il a une barbe qui m'inquiète. Donc, est-ce que monsieur? Donc, non, il faut faire les choses dans la détente. Oui, on a besoin. Le stress, il n'y a plus de stress maintenant. Il n'y a plus qu'à travailler pour reconstruire l'Afrique. Il ne faut plus perdre de temps en disant, ouais, j'ai mal à la tête. Non, au point où on en est, aucune migraine ne fait du mal comme ça. Donc il faut qu'on trouve seulement les sédatifs. Tu me suis? C'est un sédatif qu'il faut. Oui. Non, c'est même plus qu'un sédatif. Mais ça, c'est au niveau des remèdes que moi je vous appelle. Bah, moi, je fais le diagnostic. Je crois qu'on n'a pas la même vision sur le remède. Oui.
Moi, je dis, je fais le diagnostic. Vous savez que même les médecins, tout le monde n'est pas spécialiste. Par exemple, quelqu'un peut avoir un doctorat de médecine, mais il est nul sur le cœur. Il faut un cardiologue. Quelqu'un peut connaître bien le cœur, le cerveau, mais il est nul, il ne sait pas comment on soigne le pied. Il faut un podologue. Mais moi, le travail que je fais, c'est quoi? C'est le diagnostic du mal. D'accord? Quand un cancérologue, il fait un diagnostic, il regarde où est la tumeur cancérigène. Parce qu'il sait que si on essaie seulement de mettre des symptômes, de prendre les symptômes que sont les métastases, et on met le paquet pour les soigner, le mal est toujours rédhibitoire. C'est le cas d'Afrique. Ce que nous faisons, c'est un diagnostic sur la base de la pluridisciplinarité. Mais il y a une certitude qui nous donne raison en tout état de cause, même si nous ne sommes pas des spécialistes. C'est qu'il est impossible de soigner un mal, d'accord, si on n'a pas diagnostiqué le mal. Tout le monde te dira ça. Même la médecine chinoise, tout ça là. Voilà. Donc moi je n'ai même aucun mérite. Puisque je ne suis pas en capacité de résoudre les problèmes liés à l'architecture actuelle. Si on dit on veut faire une architecture africaine, on ne veut plus faire des villes sauvages comme Kinshasa. Les urbanistes, les architectes, quand ils vont se réunir, moi je ne viens pas. Qu'est-ce que je veux faire là-bas? Je ne connais pas. Mais il y a une chose que je connais. Et personne ne peut me prendre en défaut si c'est vrai. C'est l'histoire du peuple noir. C'est ça que je mange. Qui que ce soit. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas diagnostiquer si on ne fait pas l'histoire d'un mal. On rentre dans le mal à sa racine. Et quand tu traites la racine d'un mal, c'est ça qu'on appelle que tu es radical. Mais chez nous, radical, ça veut dire extrémiste. Donc il ne faut pas le saluer, mais il faut être radical, sinon on fait comment? Puisque le mal est profond. Tu comprends, non? Puisque quelqu'un va dire France-Afrique, mais il va te réciter Verschave. Mais là, je dis non, c'est pas ça. C'est fondamental. Donc, j'ajoute que si tu veux intégrer le cénacle qui fait que tu appartiens aux élites ou tu appartiens à la populace, ce qui distingue les élites de la population. Il faut que si tu es une élite intellectuelle, si tu es une élite politique, si tu es une élite économique africaine, tu es obligé de passer par des cénacles lucratifs. Hein? C'est-à-dire, je vais être explicite, d'intégrer des loges maçonniques, crypto-maçonniques ou autres. 98% de l'élite gabonaise est dedans. 88% de l'élite camerounaise est dedans. 78% de l'élite béninoise est dedans. Et singulièrement, deux loges, pour ce qui est de l'Afrique sous domination française. La Grande Loge nationale de France, qui est dirigée par une Italienne, Stéphanie, et le Grand Orient de France, dont le siège est au métro Cadet, ici à Paris. Si tu n'entres pas, tu ne peux pas. Et il faut entrer aussi dans la Rose-Croix à Morcle. Parce que le grand maître Bernard, c'est le conseiller du président Biya. S'il vient, le président Biya l'écoute. Quand il repart, 800 000 € dans une valise. Parce qu'il a donné de mauvais conseils. Compris? D'ailleurs, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Bon, donc, il y a aussi d'autres sociétés secrètes que je ne peux pas énumérer dans le détail. Il y a aussi des clubs opaques qu'on appelle le Rotary Club ou d'autres clubs. Si tu es membre, tu as certains privilèges par rapport à ton peuple. En d'autres termes, tu es dans les cercles concentriques, même si tu n'es pas dans le cercle des initiés. Qui n'a pas compris ça? Bien. La France-Afrique, c'est aussi actuellement 500 000 agents en mission commandée. Donc les agents
de l'État ou de la fonction publique d'État au Bénin, 50%, la moitié, travaillent pour la France-Afrique. Certains sont des honorables correspondants de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Parce que le problème, c'est pourquoi les Africains ne se révoltent pas? Pourquoi leurs élites ne bougent pas? Parce que les élites sont corruptées. Ça veut dire qu'il faut poser le vrai diagnostic. Tu vois? Sinon, on va encore refaire les mêmes erreurs qui ont fait qu'on sacrifie un gamin de 30 ans comme Sankara. On sacrifie les Lumumba, on sacrifie les gens pour rien. Donc, je réponds à une première question. Professeur Corvi, Mireille, est-ce que ton but c'est d'avoir ou de participer à la gestion du pouvoir au Bénin? Ma réponse est ceci. Non. Donc, vous tous qui êtes là, vous êtes témoins. Si vous apprenez un jour que je suis devenu ministre ou que je travaille pour l'État béninois, il ne faut plus écouter un nègre. Parce que j'ai plus de coups à prendre qu'autre chose. En plus, je ne pourrai plus avoir la liberté de parole. Je serai muselé. Et c'est ça qu'ils veulent. Vous croyez qu'ils ne m'envoient pas des émissaires? Monsieur Biotchane était l'invité. Abdoulaye Biotchane était l'invité de la radio Africa numéro 1. Il a insisté pour que je le voie avec le directeur général d'Africa numéro 1, qui est un blanc. Ils ont dit non, mais non. Au lieu de faire des trucs sur Amenhotep, fils de Apu, viens me faire les discours, on te donne l'argent, c'est quoi ça? Mais ta femme doit être même très bien contente. J'ai dit oui, je confie. Vous venez? Puisque même tes mecs kémites là, ils te donnent rien, sinon tu aurais déjà une salle. Ils doivent même te trouver comme un malade. Ils doivent dire que tu es un malade en fait. Donc, nous disons qu'il existe aussi un nid de barbouges. C'est quoi les barbouges? Les barbouges sont des gens qui travaillent dans le secret. C'est-à-dire qu'ils peuvent être parmi nous là. Je vous donne 2 exemples. S'il y a une grande rencontre des ethnies camerounaises à Paris, où on dit que les gens de Bangwa, les gens de telle région, les Agnis de Côte d'Ivoire, se réunissent, se mettent en uniforme, se mettent en tout ça, il faut qu'il y ait des barbouzes dedans pour donner la température de ce qu'ils font à la France-Afrique. Dans la salle, ils sont habillés comme vous. Ils rient avec vous. Ils ont même vos femmes. Et tout le monde dit, ce blanc-là est gentil. Hein. Il a pris une sœur. Depuis, la sœur n'a plus de misère. On n'a jamais vu le Codem prendre une noire pour la sortie de la misère. S'il prend la noire, c'est pour s'enrichir. Déjà, il sait même que quelqu'un de son propre peuple ne peut pas être avec lui. Jamais vous verrez une femme blanche vivre avec un noir qui n'a pas d'avenir. Mais vous pouvez voir des noirs qui ont un avenir vivre avec des blanches qui n'ont rien, qui sont ici de milieux modestes. C'est l'inverse qui est vrai. Ceci, je m'en coupé moi. Donc, même moi qui suis ici là, mon premier fils, je l'avais fait avec le Codem. Aujourd'hui, cet enfant me combat. Parce que la locodère l'utilise comme une arme pour m'atteindre. Mais j'ai dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du prix à payer. Ce qui m'inquiéterait, ce serait qu'on l'amène à la télé pour dire du mal de moi. Parce qu'ils peuvent s'en servir si je deviens un homme public. Donc, les barbouzes, eux, ils ne se présentent pas. Il ne va pas te présenter sa carte de visite. C'est pour savoir si quelqu'un est un barbouze, il va te dire, bon, tu demandes, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Il te répond, oh, on est ensemble. Mais c'est pas la réponse, tu es ensemble avec moi. Mais dis-moi, au moins, avec qui je suis ensemble? Donc, il y a aussi, à part les barbouzes,
les pseudo-experts, qu'on appelle les spécialistes de l'Afrique. Tu vois un blanc qui arrive, il arrive à l'office de radio de télévision du Bénin, on le présente pendant 20 minutes. Spécialiste de l'Afrique. Il a été décoré telle médaille de l'ordre du mérite, si ce n'était que le mérite. Ainsi de suite. Et il ouvre la bouche maintenant. Il tient des propos d'une banalité affligeante. Comme j'avais coincé Antoine Blazer, spécialiste autoproclamé de l'Afrique, qui vient parler de Mugabe. Si vous regardez sur Google, politiquement incorrect, Mugabe, vous allez voir la leçon traumatisante que je lui ai donnée. Il ne viendra plus jamais. C'est un malade. Tu vois. Mais le journaliste qui nous interviewait, ce journaliste travaille sous son ordre. Que Mayou, oui, c'est un Camerounais. Parce que ce sont eux qui décident la carrière des journalistes africains. Et il avait une revue qu'on appelle la Lettre du continent. Et il l'a vendue très cher à des Noirs. Il a vendu la revue à 2 millions d'euros. C'est la seule revue que tous les gens qui veulent savoir les décisions des décideurs africains lisent. Il a vendu ça à la Guinée équatoriale. 2 millions d'euros. La revue, le chiffre d'affaires, c'est 700 000 euros maximum. Vous voyez? Et il est toujours conseiller de la ligne éditoriale de la revue qu'il a vendue. Pour être sûr qu'on dira que du bien de la France. Antoine Blazer, c'est un membre des services secrets français qu'on a mis sur l'antenne comme ça en croyant que j'allais avoir peur. J'ai entendu, il a d'abord parlé, il a dit des banalités affligeantes. Bon, mais ceux qui me voient sur l'écran voient qu'à un moment donné, je laisse mes notes. Tu vois, j'avais fait des notes. Bon, comme j'ai vu qu'il est très faible, j'ai laissé les notes. Hein? C'est comme tu es face à un pugiliste. Vous êtes dans un combat comme Mohamed Ali Forman. Mohamed Ali Forman. Bon, Forman, c'est une masse. Hein? Muscle terrible. Mohamed Ali, il est un peu plus filiforme, plus gracieux, mais c'est un extraordinaire danseur. C'est-à-dire, il tourne autour de sa cible. L'autre a du mal à tourner, donc il se jette, il jette tout le corps. Donc quand il tape dans le vide, il perd déjà une bonne partie. Donc voilà ce que j'ai dit pour Blazer. J'ai dit, bon, je vais le laisser comme c'est quelqu'un qui est brasseur du vide. Je vais le laisser tourner dans le vide lui-même. Il a tourné dans le vide. À un moment donné, j'ai fait comme si je danse, je m'approche. Puisqu'on m'a donné la parole, les premiers mots c'était que je suis très surpris par la qualité de l'adversité qui m'est présentée. Mais pour ne pas donner l'impression de sous-estimer le protagoniste, parce qu'il faut être deux pour faire un débat. D'accord? Je voudrais m'autoriser juste une audace. Comment peut-on être spécialiste de tout un continent? Même ici en Europe, on dit que telle personne, tel germanologue, étudie l'Allemagne. Hein? Telle personne est ceci. Mais toi, c'est tout un continent. Est-ce que tu es sûr que si je te demande quelle ethnie habite tel endroit par rapport à l'équateur, en Afrique, tu peux dire même le nom? Je dis ça, au lieu de rougir, il commence à blanchir. Donc quand il blanchit, ça veut dire qu'il y a les globules qui parlent. Donc je profite pour attaquer. Tu fais comme si tu donnais un coup sur son visage. Tu vois? Et puis tu sais, c'est le réflexe, on est des animaux. Hein. Il protège le visage. Et tu envoies un missile dans le foie. C'est ça que je lui ai fait. Après, j'ai tourné comme une guêpe jusqu'à la fin. Bon, bref. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on les appelle les spécialistes de l'Afrique. Donc, quand il y a le Cameroun, on en amène. Mais en fait, tous ces gens, ils ont 3 casquettes. Parce que vous ne pouvez pas les combattre si vous les connaissez pas. La première casquette, ce sont des honorables correspondants des services secrets.
C'est-à-dire, ce sont des agents qui sont en mission commune. La deuxième casquette, c'est que c'est des conseillers politiques de nos présidents. Donc, ils prennent chacun au moins un cachet de 70 000 euros par an. Voiture de fonction. La troisième chose, c'est qu'on vous le présente sur les plateaux télé en disant voilà celui qui va nous faire le décryptage de ce qui vient de se passer en Centrafrique, de ce qui vient de se passer au Cameroun, etc. Qui n'a pas compris? Ils ont une triple casquette. Donc pour l'affronter, si tu veux l'affronter efficacement, tu es obligé de l'amener à se démasquer. Je peux vous donner toute la liste des spécialistes de l'Afrique. Ils sont 7000 en France. Ils sont tous financés par l'Afrique. Je parle des pauvres, hein. C'est nous les pauvres. Comment des pauvres financent des rues? C'est pas bon ça. Hein? Donc on doit se poser la question de la possibilité de cette affaire. Et puis, il faut aussi que vous sachiez une chose. Ces spécialistes monopolisent la couverture des événements. C'est-à-dire quand il y a le FESPACO au Burkina, c'est eux. Ils peuvent prendre 2 ou 3 Africains pour aller dans les villages, prendre des informations, on les appelle des informateurs. Ils vont leur donner 700 €, là où ils en touchent 7000. Voilà les réalités. Dont on ne vous parle pas. Ni sur RFI, ni nulle part. Ensuite, autre chose, et je vais finir sur ça, c'est que quand on dit que la France a un rayonnement international, hein? La France a un rayonnement international, c'est un fait. Mais ce rayonnement international n'est pas en adéquation avec le poids réel de la France. En d'autres termes, la France est une puissance moyenne. Mais la France a le poids d'une grande puissance. Puisqu'elle fait partie du Conseil de sécurité. Et elle a droit de veto parmi les pays du Conseil de sécurité. Donc s'il en est ainsi, il faut vous demander pourquoi la France a plus de pouvoir dans l'ONU que l'Allemagne, qui économiquement est plus avancée. Et bien voici la réponse. Parce que tous les pays du précaré africain donnent leur voix automatiquement pour soutenir les positions françaises au sein de l'ONU. Et l'organisme qui permet de déterminer quels sont les intérêts de la France, ça s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est une haïtienne, Michael Jean, qui était au Canada, qui est devenue canadienne, qui aujourd'hui sert ses intérêts. Mais avant, c'était un ancien président du Sénégal. Imagine un ancien président qui devient patron d'une petite organisation. Voilà comment les nègres sont. Et quand on a demandé à Abdoulou, mais est-ce que tu es content, toi l'ancien président, de devenir porte-parole d'une organisation? Il a dit c'est un honneur. Tu as compris? Donc, ce que je veux vous dire, l'OIF, l'Organisation centrale de la francophonie, ne peut pas organiser une manifestation et moi, Gomez, je parle. Pourquoi? Parce que je suis sur la liste noire. Je n'ai pas le droit de parler. S'ils organisent des colloques, ils ne m'invitent jamais. Ils n'invitent pas Lascoli, ils n'invitent pas Beau, ils n'invitent pas Bilolo, ils n'invitent pas Obenga. Jamais. Ils n'invitent qui? Mabankou. Même Mabankou me voit comme ça, on boit la bière. Mabankou me dit, mais Gomez, le fait même que ces gens ne t'invitent pas, parfois moi-même j'ai honte. J'ai dit, tu as honte, mais tu y vas quand même. Tu comprends? Ils invitent. Celui qui a dit qu'il est noir, mais il ne mange pas le manioc. Quel man? Quel man? Ils invitent un certain nombre de noirs, comme Durper, qui dit spécialiste des États-Unis. Durper. BFM dit, tout individu. Non, tout individu qui est issu d'un parent
noir, même s'il est blanc comme neige, c'est un nègre. Si tu ne le fais pas, c'est que tu t'autorises des libertés que tu n'as pas. Est-ce que tu me suis? Parce que si nous on dit que Dieu Père est blanc, et que les locodermes disent à Dieu Père, toi tu es un homme de couleur, un mulâtre, c'est que nous on le rejette. On ne le rejette pas, c'est notre frère. Ce que je souhaite, c'est que Dieu Père et les autres rentrent dans le système et nous ramènent des renseignements. Mais ils ne le font pas. Quand ils rentrent dans le système, ils font tout pour que notre noir ne soit pas là. Ils ferment, verrouillés. C'est ça le réflexe que tu trouveras pas chez les juifs. Quand un juif est quelque part où il est en minorité, il ramène ses siens. Ce qui est logique pour survivre. Mais nous, on fait les choses contraires à la logique même de survie. C'est ça que je reproche au Dieu Père. Je ne leur reproche pas d'être dans le système. Ils ont des compétences, il faut qu'il y ait des monnaies, il faut que la famille ait un logement. Je leur reproche d'indiquer tout sens de solidarité avec les leurs pour gagner 2000 € à l'opposition. Donc, ce que je dis, et que chacun doit comprendre ici, c'est que la France, à un moment donné, a compris que la France-Afrique, dont je viens de donner quelques éléments, d'une définition plus exhaustive selon moi. D'accord? Oui. Je passe de temps en temps. Oui, mais vous avez un peu de cacahuètes, non? Non. On n'a pas de cacahuètes, on a des chips. Si vous voulez, on peut encore des chips. Un café, c'est Le même mocha? non, à la tête. Un latte? Non. Alors, si nous sommes d'accord sur la déconstruction du concept, hein, parce que le concept tel que défini par des gens, c'est celui que tous les gens critiquent par rapport au système, hein, qu'ils appellent néocolonialisme, hein, ils vont vous sortir. Bon, si nous complétons le concept, alors cela nous amène donc à dire, premièrement, la France-Afrique, telle que je l'ai définie, ça vient d'où? Hein? Ça veut dire que, donc je suis dans la dimension rétrospective. Voilà, ça vient d'où? Eh bien voici ma réponse. La France-Afrique est apparue lorsque Colbert, le ministre des Finances du roi Soleil, Louis XIV, a décidé, avec les financiers du royaume, de transformer la côte de l'Afrique en une suite de protectorats au service du royaume de France. Il faut savoir, quand vous étudiez le système, l'évolution du système français, il faut savoir que la source de la richesse de la France, ce qui a arraché la France à l'état de petits fiefs, ce qu'on appelle féodalité, qui se faisaient la guerre pour être sous l'emprise d'une monarchie unique, dite de droit divin. Ce qui a fait ça, c'est la traite des nègres. Saint-Domingue, je ne parle pas de la division entre République dominicaine, où on rejette les Noirs dans la République dominicaine, et Haïti. Je parle de Saint-Domingue, c'est-à-dire le territoire que les Dominicains qui accompagnaient Christophe Colomb ont appelé la petite Espagne, Hispaniola, et ont tué les habitants qu'on appelle les Taïnos, des Indiens, et ont ramené des nègres à un rythme régulier de 300 000 tous les 6 mois pour en faire des esclaves qui vont mettre en valeur un territoire qui était d'abord dirigé par l'Espagne
et qui a été ensuite récupéré par l'Angleterre et qui a été récupéré par la France. À partir du moment où la France l'a récupéré, ce territoire a produit 58% des richesses de la France. Donc, Saint-Domingue, Haïti, c'était le grenier de la France. C'est de là qu'est partie la France après. Parce que les gens de Saint-Domingue sont des Africains déportés. C'est des Africains, c'est pas des... Comme on m'a dit, celui qui me dit ça souvent, c'est mon ami Serge Romana, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Parce que j'ai rien contre eux personnellement, tous ces nègres. Mais le jour où ils vont se mettre en travers de notre chemin, nous allons les broyer. Mais je n'ai rien et on n'a pas de problème personnel. Donc, ces gars-là que tu vois là, ils ne vont jamais te dire le pillage de Saint-Domingue. C'est le pillage de Saint-Domingue qui a fait de la France un État qui a pu amorcer la sortie de ce qu'on appelle le stade de la féodalité archaïque vers ce qu'on appelle la phase du mercantilisme. Quand nous parlons d'impérialisme, l'impérialisme a trois phases. La première phase, c'est la phase mercantiliste. Donc nous, on ne parle pas de mondialisation, on parle d'économie monde. C'est-à-dire de la création de circuits de marché qui convergent tous vers l'enrichissement d'un centre. Et tous les autres endroits qui produisent la matière de cette richesse, on les appelle des périphéries. Donc, la périphérie africaine a délocalisé ses habitants vers la périphérie américaine, caribéenne et tout. Mais le but reste l'enrichissement du centre. Cet enrichissement a rendu possible ce qu'on appelle l'accumulation du capital. C'est-à-dire qu'ils ont été en capacité, non pas seulement de produire pour manger, mais de thésauriser et d'épargner par des fonds d'investissement avant la lettre, qui vont devenir plus tard les premières banques. Donc la première banque de France, c'est le Crédit Agricole. Pourquoi? Parce que la France était obligée d'utiliser les ressources, si vous voulez, générées par l'esclavage pour améliorer la production agricole de la métropole en créant une industrie agroalimentaire. S'il n'y a pas d'industrie agroalimentaire, il ne peut pas y avoir de secteur économique, l'industrie lourde. La confusion que l'on fait en général, c'est qu'on ne voit pas que c'est cet argent de la traite des Noirs qui a été accumulé, on appelle ça l'accumulation primitive du capital en France, pour rendre possible la phase de l'industrialisation lourde. Cette deuxième phase, nous l'appelons la phase industrielle. C'est-à-dire la machine à vapeur, un certain nombre de choses qui ne sont pas sorties des cerveaux d'un être humain, mais qui sont sorties d'abord de l'argent de l'investissement et ensuite de la recherche scientifique, mise au service de la puissance économique d'un pays qui n'a pas compris ça. Et la troisième phase, c'est celle que nous utilisons actuellement, qu'on appelle la phase post-industrielle, et que certains appellent celle des télécommunications, celle des moyens, les nouvelles technologies, la phase technologique et communicationnelle. C'est dans ça que nous sommes maintenant. Voici ma thèse. Les périphéries, à savoir l'Afrique. Celui qui a le mieux étudié ça, ils sont deux. Il faut les lire. Le premier s'appelle Chancellor Williams, The Destruction of the Black Civilization. Le deuxième s'appelle Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. La traduction est fausse, le livre est faux, on a enlevé les chapitres les plus subversifs pour faire une traduction française qui est d'ailleurs épuisée parce que même Hachette il brûle. C'est-à-dire, ils ont mis et l'Europe sous-développe pas l'Afrique. Non, how, comment? Les mécanismes, il faut traduire correctement l'anglais. Moi j'aime bien l'anglais. How Europe underdeveloped Africa. La thèse c'est celle-ci. Plus l'Europe sort du stade archaïque et féodal et s'approche de la phase industrielle, puis post-industrielle, plus l'Afrique reste au stade
de la pauvreté. Mais qu'est-ce qui génère la pauvreté en Afrique? C'est trois choses. Les Africains ne savent pas ça. La première chose, c'est que les Africains n'ont plus la propriété et l'usufruit de leur terre. Donc, expropriation de terre. Expropriation de terre. La deuxième chose, c'est que les Africains produisent pour un marché extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle les monocultures d'exportation. Le coton, le cacao, le tabac, le café, tout ça. C'est ça que nous on produit maintenant. Mais les Africains ne produisent plus ce qui va permettre à leur population de survivre. Le mil, le sorgho, le manioc, tout ça, nous produisons. Mais le problème, c'est que la nouvelle division du travail qu'on a imposée entre le centre et la périphérie fait que le centre ne paye pas correctement le prix de la périphérie. Hein? C'est pour ça qu'il y a le café qui coûte comme ça. Donc on appelle ça en économie la détérioration des termes de l'échange. Pourquoi c'est possible? Tout simplement parce que une chose qui n'a jamais existé, qui prouve que c'est la mafia entre nous et ces pays-là, c'est que c'est eux qui fixent les prix. Tu ne peux pas. Moi je viens là, j'ai mon blouson. J'estime que mon blouson c'est 120 €. Toi tu dis non. Je te prends ton blouson, que tu le veuilles ou non, à 20 €. J'appelle ça un gangstérisme économique planétaire. Voilà. Si on osait dire les choses par le mot, c'est un gangstérisme. Tu sais? Après, on s'étend pour dire, on ne comprend pas pourquoi ils sont pauvres. Plus on les aide, plus ils sont pauvres. Ils sont bizarres. Hein? Alors Sankara ose dire non, monsieur le président Mitterrand. Ce qu'on vous demande, ce n'est plus de nous aider, mais c'est de nous aider à nous passer de votre tête. Ah, petit, tu ne parles pas comme ça déjà à ton temps. C'est quoi ça? Bon, donc, ce que je veux dire, pour que vous compreniez les mécanismes économiques de la France, parce qu'il ne faut pas raisonner en dehors des faits. Non? Raisonner en dehors des faits. Sinon, ils vont vous coincer. Ils vont dire, mais lui, c'est un idéaliste, c'est un moraliste, il culpabilise la France. Mais on ne les culpabilise pas. Vous savez, moi, je suis très vicieux. Vous savez, quand on m'a posé la question à la télé, le journaliste a dit carrément, on était en Guadeloupe. Je suis venu, j'ai dit que je suis venu voir mes frères qu'on a déportés, tout ça. Le journaliste a dit, mais vous êtes du Bénin? J'ai dit oui. Il a dit, mais c'est vous qui vendiez les gens. J'ai dit oui. Mais, est-ce que vous étiez obligé de les acheter? Vous, les vertueux, les droits de l'homme, si les nègres viennent vous vendre, vous n'avez qu'à faire comme pour les Égyptiens. Ils venaient, les Sémites venaient vendre Joseph. Les Égyptiens ont dit non, on n'achète pas. Parce que la marque s'oppose. Vous n'avez pas de marque, vous. Donc le journaliste a dit. J'ai dit, en plus de ça, quand ils sont venus ici, est-ce que vous avez cessé de les maltraiter? Quelle chambre vous leur avez réservé? Ou bien c'est encore les Africains qui les accueillaient dans les plantations? Les gens ont dit aux Antilles, voilà celui qu'on cherche. Oui, ça c'est un homme ça. Bon, donc, après ils ont dit, il ne faut plus jamais l'éviter en direct. Jamais, c'est même une erreur monumentale. Ils ont failli licencier le journaliste. Il est gentil. Hein? Oui, les béquets ont dit non. Les béquets ont dit, c'est quoi ce nègre? J'ai dit aussi une autre chose. Mais ici, tous les Noirs sont au RMI. Et les banques prêtent de l'argent au RMI pour acheter des voitures. Et ils sont endettés 30 ans. Mais pourquoi les béquets n'ont pas le RMI? Donc, ce que je veux dire, c'est les Homo Toundé étaient là, c'est mes enfants. Hein. Homo Toundé a dit, professeur, il fallait même profiter pour tout dire. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas tout dire, ne m'envoie pas au feu aussi. Parce que là-bas, celui qui dirige la Guadeloupe, c'est qui? C'est le préfet. Le préfet. Vous savez, un préfet, c'est un fonctionnaire de l'État. Mais le préfet a plus de pouvoir en Guadeloupe que l'élu. Voilà pourquoi il n'y a jamais noir qui est préfet. Et j'ai proposé de ne l'appeler plus préfet. À la télé.
J'ai dit, il faut l'appeler monsieur le gouverneur de la Guadeloupe. On a dit, oh là là. Bon, donc, ce que je veux dire, parce que quand tu provoques aussi, tu vois les réactions, il ne faut pas que je sois trop stressé. Bon, donc, la question fondamentale que je pose maintenant, c'est celle-ci. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des relations gagnant-gagnant entre des gens qui décident du prix de ce que tu leur vends, ou des gens qui décident de l'endroit où on doit frapper ta monnaie? À Chamalières. À Chamalières. Ici, j'ai le Giscard là-bas. Je te le dis. Oui, à Chamalières. Qui décide combien tu dois utiliser par mois pour tes fonctionnaires. Qui décide tout ça. Voilà ce que nous avons posé. C'est ça la France-Afrique. Ce n'est pas des mots. Quand on me dit c'est quoi la France-Afrique, je dis les bananes. On dit, oh, comment tu peux dire des bananes? Je dis oui. Si on prend des bananes produites en Martinique, on les ramène pour les vendre au Bénin 10 fois plus cher que le prix qu'on vendrait à Marseille. Mais qu'on prend les bananes produites au Gabon, on les ramène ici, on les vend 10 fois moins cher que ce que la même France peut vendre à l'Allemagne. C'est qu'il y a un problème. On me dit, professeur Gomez, c'est quoi la France-Afrique? Je réponds, les bananes. Oh, les bananes. Mais si tu me dis, mais pourquoi tu dis banane? Je dis, mais voilà. Donc, la question clé que je vais poser à ce premier stade de l'économie, parce que là, nous sommes dans l'économie. Bon, d'abord, c'est quoi l'économie? Non, c'est une erreur. Tu vois, c'est intéressant qu'on échange justement. Les échanges, c'est le mode de transmission des produits. Ce n'est pas l'économie. C'est les modalités. Donc il existe des échanges où il n'y a pas d'argent. Ça dit, tu me donnes tes bananes, moi je te donne l'ananas. Ça s'appelle troc. Mais quand je parle d'économie, je parle des mécanismes de la production de la richesse et de la destination de cette richesse produite. C'est ça que j'appelle l'économie. Est-ce que tu vois? Donc, lorsque je parle de production, je suppose des unités de production. C'est ça qu'on appelle les entreprises. Lorsque je parle de production, je suppose des moyens de production. Donc il y a des outils de travail, il y a des machines, il y a toutes sortes de choses. Lorsque je parle de production, je suppose des agents de production. Donc des gens qui produisent. Hein? Mais je suppose aussi des capitaines d'industrie qui captent et monopolisent les fruits de la production. Et ce qui est important, c'est la répartition, le mode de répartition des fruits de la production. Donc, si on doit dire les choses clairement, l'Afrique produit 95% de ses richesses pour l'Europe, ça dit pour l'Afrique, et produit 5% pour elle-même. Et les 5%, 3% sont accaparés par les gérants de la PME. C'est qui les gérants de la PME? C'est les élites économiques, politiques, qu'on a mis là pour garantir l'ordre en les protégeant. Oui, en les protégeant. Comment on les protège? On met sur pied une armée coloniale composée d'indigènes. Et cette armée, c'est la soldatesse qui produit, qui protège les élites de la PME. Mais pour protéger les élites de la PME, cette armée se retourne contre la population. Parce que les conditions de vie de la population, voilà sur les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest dont j'ai parlé, la population reçoit de l'État, que ce soit la santé. Une des choses pour lesquelles on a attaqué Gbagbo, c'est que Gbagbo a dit qu'il faut
que les gens se soignent gratuitement.